C'est ainsi que se constituera le XIXe siècle. Bismarck, dont nous reparlerons souvent entre nous, parce que son rôle a été important. Mais avant Bismarck, Clausewitz, je ne vous demande pas de noter son nom pour l'instant, j'y reviendrai, croyez-moi, il ne vous lâchera pas comme ça. Et puis aussi Carl Schmitt, philosophe, juriste allemand, qui va en quelque sorte préparer le Troisième Reich à partir de l'idée le politique, c'est l'opposition structurelle entre l'ami et l'ennemi. Obsession occidentale, ritournelle occidentale, ami, ennemi, t'es pas mon ami, donc t'es mon ennemi, t'es l'ami de mon ami, donc t'es mon ami, t'es l'ami de mon ennemi, donc t'es mon ennemi, t'es l'ennemi de mon ami, donc t'es mon ennemi. Tout le XIXe siècle a fonctionné comme ça, jusqu'à l'accomplissement final qu'a été la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, c'est 13 millions de morts, c'est en quelque sorte le point d'aboutissement de cette vision hobbesienne, de la compétition sans limite, sans endiguement entre puissants. Alors, ce que je vous demande de bien voir, c'est qu'à chaque tournant de guerre mondiale, Première et Seconde Guerre mondiale, il va y avoir une activation de la réflexion sur l'international. À la fin de la Première Guerre mondiale, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que la vision hobbesienne est vraiment dénoncée. Et que ce qui va se passer au sortir de la Première Guerre mondiale va être en quelque sorte la condamnation de cette idée de la guerre nécessaire, de cette idée que l'international est une confrontation de puissances. Vous voyez poindre ce que l'on va appeler plus tard l'institutionnalisme libéral, avec cet homme, Woodrow Wilson, président des États-Unis pendant la Première Guerre mondiale, mais ce que vous ne savez peut-être pas, président de l'université de Princeton, professeur de droit constitutionnel. Et Wilson avait un défaut, c'est qu'il n'aimait pas les professeurs de relations internationales. Il disait c'est du vent les relations internationales. Pourquoi c'est du vent les relations internationales? Parce que justement il n'y a pas de normes, il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'institutions dans la vie internationale. Et c'est pour ça qu'il y a la guerre. Et c'est pour ça que Hobbes a gagné. Et donc la grande idée de Wilson, ça a été de dire il faut commencer à construire des institutions internationales. Pour arriver à cette deuxième époque de l'international, après la confrontation de puissances, entrons donc dans les institutions de régulation. Création de la Société des Nations, invention du multilatéralisme. Et Wilson est soutenu par tout un courant intellectuel qui va dominer en 1918, 19, 20, qui a été préparé par des hommes comme par exemple Love Dickinson, que vous voyez ici, et son ouvrage The European Hierarchy, dans lequel Dickinson nous dit « mais non, c'est pas vrai ». On n'a pas besoin de guerre. La guerre n'est pas nécessaire. La guerre est coûteuse, elle est contre-productive. Et vous avez tout un tas de gens qui vont dire ça en sortant de la Première Guerre mondiale. Cet homme qui va jouer un rôle important, qui avait écrit déjà son livre, La Grande Illusion, The Great Illusion, avant la Première Guerre mondiale, mais qui va être réédité, fêté au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Oui, Norman Angell avait raison de dire que la guerre n'est pas nécessaire, qu'elle est inutile, qu'elle est coûteuse. Et comment pourrait-on penser autrement en 1920? Et donc apparaissent les premiers signes d'une réflexion sur la paix, l'ancêtre de ce qu'on va appeler dans les pays anglo-saxons les Peace Studies. Apparaissent peu à peu les premières grandes associations. Par exemple, le British Institute of International Affairs, ou l'ancêtre américain du Council of Foreign Relations, c'est-à-dire une réflexion sur la coopération internationale. Le libéralisme semble ainsi revivre. Nous tenons la revanche de Grotius. Hélas, quelques années à peine après, le totalitarisme va triompher. Le totalitarisme va conduire à la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale va conduire à 60 millions de morts, à l'apocalypse, au génocide.
Et là, mesdames et messieurs, changement de décor. Changement de décor parce que cette Seconde Guerre mondiale est une guerre terrible. Terrible, où l'humanité n'est pas passée loin de son autodestruction complète. En tous les cas, elle est allée directement vers son auto-négation. Pour sortir de cet affreux conflit, seule la puissance a pu être efficace. C'est le discours qu'on entend aux États-Unis en 1945. C'est la puissance qui nous a sauvés du mal. Rappelez-vous cette formule, c'est la puissance qui nous a sauvés du mal. Ça, c'est l'aube d'une nouvelle réflexion de relations internationales, à savoir la coopération, c'est bien beau, le pacifisme, c'est bien beau, l'échange, c'est bien beau, mais quand le mal est en face de nous, un seul instrument, la puissance. Et c'est là que naît, en 1945, cette nouvelle incarnation de l'international qu'on va appeler en anglais, parce que tout s'écrira en anglais désormais, le power politics. Power politics. Le power politics, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'international renvoie, comme je vous le disais, à la puissance et à la puissance du vainqueur. Et la puissance du vainqueur ne laisse place qu'à l'idée d'État. C'est l'État puissant qui peut porter la puissance. Donc au centre des relations internationales, il y a bien et il ne peut y avoir que l'État. Cet État est porteur non seulement d'instruments de puissance, mais d'intérêts nationaux. Et la réalisation par le power politics des intérêts nationaux va permettre à chaque État de survivre dans le jeu international. Je survivrai par ma puissance. Hobbes n'avait pas vraiment tort. Va-t-on pour autant, comme Hobbes le prévoyait, vers la guerre permanente? Les réalistes vont ajouter une petite musique qui consiste à dire non, on peut éviter la guerre permanente par le balance of powers, l'équilibre de puissance. Donc le jeu international est un jeu de puissance dominé par l'équilibre des puissances, et si jamais cet équilibre est rompu, eh bien on va à la guerre. Voilà les postulats qui fondent la grande école dominante qui va s'animer, elle commençait à poindre avant la guerre, mais qui va surtout s'animer et qui va devenir majoritaire de façon écrasante dès 1945. Le porteur de cette grande théorie des relations internationales, Hans Morgenthau, et son ouvrage majeur, Major Book, Politics Among Nations, traduit, mesdames et messieurs, en 65 langues, jamais en français. C'est intéressant, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est que ce réalisme? Je vous en ai donné les principales composantes. Le monde est fait d'États, porteur de puissances inégales. La paix ne pourra être sauvée que si, par un jeu de coalition, il s'établit un équilibre entre les puissances. Vous voyez que la bipolarité et la confrontation américano-soviétique n'est pas loin. Et l'intelligence de cette politique renvoie à la connaissance des intérêts nationaux de chaque État. Chaque État se bat sur la scène internationale pour protéger, défendre et promouvoir ses intérêts. C'est cela qui fonde l'école réaliste des relations internationales, qui est dominante en 1945, portée par la guerre froide en 1947 et suivante, et qui reste aujourd'hui, paradoxalement, 24 ans après la chute du mur, encore l'école dominante. Mais ô combien décalée, ça c'est mon petit ajout personnel, par rapport à la complexité de notre monde d'aujourd'hui. On va y revenir. Est-ce que le réalisme va être seul à l'ouvrage? Non.
Bien entendu, il va être contré. Il va être contré d'abord par deux challengers. Ça ne se traduit pas en français, ça. Deux défis, deux porteurs de défis, qui sont d'une part le marxisme et d'autre part le behaviorisme. Qu'est-ce que c'est que le marxisme? Le marxisme, c'est une sociologie qui s'est constituée, comme vous le savez, au XIXe siècle, à partir de la prise en compte des rapports sociaux de production, du déterminisme économique. Et si je dis déterminisme économique, ça veut dire que le monde n'est plus mené par la puissance, comme le disent les réalistes, mais par les rapports économiques. Ça, c'est la grande idée des marxistes. Des marxistes qui, le hasard faisant bien les choses, vont être les adversaires théoriques du réalisme, mais en même temps les adversaires politiques des États-Unis, à travers la confrontation américano-soviétique. Donc le marxisme va jouer un rôle, bien entendu, dans l'accomplissement d'une pensée de l'international, mais ce rôle va être jugé suspect, va être jugé quelque peu ambigu, compte tenu du fait que le marxisme est en même temps porteur d'une analyse alternative et aussi des visées de la puissance qui fait face, c'est-à-dire la puissance soviétique. Du coup, le marxisme ne va pas jouer un rôle fondamental dans la pensée occidentale de l'international, si ce n'est deux ou trois grands auteurs comme Immanuel Wallerstein, dont vous avez ici le nom, grand sociologue, historien états-unien de l'international. Et puis, vous avez alors à l'intérieur des États-Unis une autre école qui dit « Mais attendez, on ne peut pas simplement se fier à ces stratégies d'État gladiateurs. Ces États gladiateurs, ils sont portés par des acteurs sociaux. L'État, ça n'existe pas. Vous l'avez rencontré, l'État? Vous avez déjà vu un État? Non. Vous voyez des acteurs faits de chair et d'os. Et le behaviorisme, qui est la grande théorie du comportement social, nous dit, attendez, les acteurs sociaux, ils ont aussi leurs idéologies, leurs sensibilités, leurs affects, leur culture, leur irrationalité. Et le jeu international, c'est aussi cela. Ce n'est pas seulement des gladiateurs rationnels qui s'opposent, c'est aussi des femmes, des hommes, avec leurs propres sentiments, leurs propres visions, leurs propres préjugés. Et donc, le behavioralisme va un peu ronger le réalisme en disant « Mais regardons de plus près comment se fabriquent les politiques étrangères, c'est peut-être pas aussi simple que vous le dites, c'est peut-être pas seulement un jeu de confrontation. Regardez Barack Obama face à la décision concernant la Syrie. Il ne se comporte pas comme se comportait M. George W. Bush. Donc, attention, le jeu international, c'est aussi des effets de comportement qu'il ne faut pas négliger. Mais tout ceci reste assez secondaire face à cette prédominance du réalisme, prédominance de cette vision en termes de confrontation rationnelle de puissance.